Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'On Your Marks. Regardez votre dernière paire de chaussures de running et fermez les yeux. Qu'avez-vous gardé comme image de celle-ci ? Quels sont les détails qui sont encore imprégnés sur vos rétines ? Une ligne arrondie, un logo proéminent, une couleur, une technologie propre à la marque ? Bref, qu'est-ce que votre cerveau a retenu de ce produit ? Maintenant, rouvrez les yeux et regardez votre paire de chaussures avec un œil différent. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant, le design dans le running, et plus particulièrement le design des chaussures de course à pied. C'est un épisode que je suis vraiment hyper content d'avoir enregistré et de vous partager aujourd'hui, car l'épisode a pour sujet le design, qui est un domaine moi qui me passionne énormément, mais qui, j'en suis sûr, vous passionne aussi, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Dans tous les cas, je suis certain que le design dans les chaussures de course à pied, c'est un sujet qui ne laisse personne insensible. Et qui de mieux pour nous parler de design que mon invité du jour, Benjamin Grenet, directeur du design footwear chez Salomon. Dans cet épisode, on va commencer par revenir sur le parcours de Benjamin, il va nous présenter son métier de designer et surtout, il va nous présenter son rôle au sein de la marque. Ensuite, on va discuter du fonctionnement du design dans une marque de running avec de nombreuses questions, comme par exemple, comment est-ce qu'on renouvelle un modèle emblématique mais sans tuer le produit ni tuer l'amour des anciens consommateurs pour celui-ci, ou encore comment savoir si une chaussure va marquer l'histoire. Benjamin, c'est l'invité parfait pour répondre à ces questions, car pour la petite anecdote, il est le designer de la mythique chaussure XT6 de la marque. Dans la dernière partie de l'épisode, on va aborder l'importance capitale pour une marque d'avoir une image de marque et comment ça se traduit directement sur les produits, sur les campagnes marketing et sur toute l'ambiance que va retenir le consommateur. Enfin, en tant que bon passionné de performance, je vais aussi l'interroger sur le rôle qu'a le design dans l'élaboration, la conception des chaussures de performance. Est-ce qu'une ligne est dictée par le design ou par la science ? C'est ce qu'on essaiera de décortiquer ensemble à la fin de l'épisode. J'espère que cet épisode avec Benjamin vous plaira. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne écoute et une excellente année 2025. Avant de vous laisser écouter l'épisode, je tenais à vous rappeler qu'On Your Marks a la chance d'être soutenu par le site Top4Running. Top4Running, c'est un site génial sur lequel vous pouvez acheter tout votre équipement de running au meilleur prix. Il y a un choix immense de chaussures, de vêtements et d'accessoires, et très souvent de grosses promotions. Pour vous faire encore plus plaisir, vous pouvez utiliser le code promo offert par On Your Marks pour bénéficier de 5% de remise supplémentaire sur Top4Running. Ce code est disponible en description de l'épisode. Ça vous fait faire des économies et moi ça me permet de financer le podcast. Bon épisode! Bonjour Benjamin, je pense que je vais t'appeler Benj tout au long de l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui à mon micro. C'est un épisode qui m'a été demandé, parce que c'est un épisode un peu surprise que je pousse sur un sujet que les gens connaissent peu. Mais depuis 2 ans et demi que je fais ce podcast-là, j'ai souvent eu la question qui revenait, qui était de dire quand est-ce que tu invites un designer qui bosse sur des chaussures de course à pied ? Aujourd'hui, on le fait. Je suis très content que ça arrive aujourd'hui et je suis très content que ce soit avec toi. Donc merci beaucoup de me consacrer un peu de temps ce matin pour me raconter un peu ton métier, tes projets et faire découvrir ce que tu fais à tous nos auditeurs. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens peut-être qui te connaissent. Si jamais il y a des passionnés de design, tu commences à être un nom qui parle dans le design, je pense, qui parle aussi dans le design du running. Mais sur On Your Marks, il y a plein de jeunes qui ne te connaîtraient peut-être pas. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter et me dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et un peu ton parcours ? Bonjour Mathis, très content de participer à ce podcast et bonjour à tout le monde. Je suis Benjamin Grenet, j'ai 49 ans aujourd'hui, lundi prochain. Et aujourd'hui, je suis directeur du design pour la partie footwear chez Salomon. Voilà, et j'ai 22 ans de boîte chez Salomon. Ok. Bon, ça fait déjà un beau première pierre qu'on va pouvoir un peu creuser. Donc tu dis que là, tu es directeur du design footwear chez Salomon. que tu as 22 ans de carrière dans cette boîte. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu tout ton parcours au sein de la boîte,
parce que j'imagine qu'on ne devient pas directeur du footwear comme ça en un claquement de doigts. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces 22 années passées chez Salomon ? Je suis rentré en 2002 chez Salomon, mais en tant que designer sac, bags and packs. Précédemment, j'avais eu quelques expériences dans des agences de design. Okay. Donc c'est la première grande boîte pour laquelle j'ai travaillé, mais précédemment j'avais travaillé dans 3 agences de design de produits où j'ai touché un peu à tout, et j'avais commencé à toucher dans une des dernières agences à la partie accessoires de sport. Okay. Et c'est ce qui m'avait bien motivé. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Salomon en 2002, comme je disais, en tant que designer sac. J'y suis resté 3 ans et en 2005, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'équipe footwear, donc dès 2005, en tant que designer d'innovation. D'accord. C'était un peu une opportunité parce qu'à l'époque, ce poste n'existait pas et il a été un petit peu créé pour que je puisse rejoindre l'équipe footwear. Et ça a été une belle période en designer innovation. En tant que designer junior, c'est une position qui permet d'apprendre. Bah oui. On a un peu le droit de se tromper. On a moins la pression de sortir un produit de gamme, d'un renouvellement, d'un best-seller et tout. Donc ça m'a permis réellement de connaître ce métier du design footwear, de la chaussure de sport à ce moment-là. Et puis après, doucement, je suis devenu designer de gamme sur différentes catégories, entre d'abord hiking, backpacking, donc la chaussure de rando, puis un peu de trail. Et après, je voulais revenir un peu à l'innovation. L'innovation, c'était vraiment là ce qui me plaisait pour les produits de sport. Donc j'ai un peu reconstruit ce poste et c'était aussi un peu la naissance du label S-Lab chez Salomon, qui commençait à vraiment exister, à avoir un peu toute la gamme de courses élites. Voilà, c'est le meilleur de la performance de ce que la marque fait. Okay. S-Lab, Salomon Laboratoire. Ouais. Donc c'est la partie commercialisée de ce qu'on fait pour nos athlètes. Donc c'est les produits que tout le monde peut acheter, mais qui sont directement déclinés de ce qu'on développe, co-développe avec nos athlètes sur différents sports. Ok. Et donc j'ai un peu reconstruit ce poste et proposé des choses et ça a été accepté. Et j'ai fait un peu plus de 10 ans en tant que designer footwear S-Lab, dédié à ce label. C'est génial. Donc c'était une des plus belles parties, je pense, de ma carrière de designer, de travailler sur ce label en contact direct avec les athlètes, mais je pense qu'on aura l'occasion dans la discussion d'y revenir beaucoup. Bien sûr. Et puis après, on m'a proposé de piloter un peu une partie de l'équipe, de prendre un peu de management sur la partie, ce qu'on appelait à l'époque concept, donc toujours S-Lab, plus un peu l'innovation du design. Et puis après, on m'a proposé un poste de directeur qui, là, est un pilotage complet de tout, des 4 catégories aujourd'hui qu'on fait en footwear, donc le road running, le trail running, le hiking, la rando et sport style, qui s'est rajouté assez récemment. Donc je pilote pour le design produit ces 4 catégories aujourd'hui. Quelle carrière. Elle n'est pas finie. Oui, non, c'est vrai, t'es encore jeune, t'as encore un peu de temps devant toi, c'est sûr. Revenons un peu à la toute base, au tout début, parce que bon, j'ai dit qu'on ne devenait pas directeur comme ça en claquement de doigts. Tu as expliqué un petit peu ce que tu as fait pour arriver jusque-là. On va avoir l'occasion de revenir sur un peu toutes ces périodes-là de ta vie, de creuser aussi ce que c'est que le métier de designer, surtout dans une marque de sport. Mais à la toute base, à l'origine même, qu'est-ce qui fait que tu es devenu designer ? C'est des choses que, en tout cas pour mon cas, que j'ai pas calculé, qui devait être là. Moi, l'anecdote marquante, qui n'est pas une anecdote, puisque je pense qu'elle a orienté toute ma vie, mais c'est... alors là, je vais remonter loin, en troisième, au collège, rendez-vous avec le conseiller d'orientation. Et aucune idée de ce que je voulais trop faire, comme beaucoup de jeunes classiques. Et j'avais des résultats très moyens, honnêtement, et l'école ne me passionnait pas. Et en face du conseiller d'orientation, ma maman est venue avec mon cahier de français
auquel j'étais très médiocre. Et elle a tendu mon cahier de français à mon conseiller d'orientation en disant « Regardez la marge du cahier, il n'y a que des baskets, et des mobylettes et des voitures de dessinée. Et j'aimerais que la marge de son cahier devienne le sujet principal. » C'est une belle tournure de phrase, ça. Et je ne m'y attendais pas. Voilà, et le conseiller d'orientation non plus. Et on s'est revus la semaine d'après. Et il est venu avec la proposition, à l'époque, ça s'appelait le bac F12. C'était un bac art appliqué où vous appreniez à faire du design, des choses comme ça. Le design dans toutes ses formes. Donc c'est les arts appliqués, donc on n'a pas l'art plastique, le design graphique, le design de produits, l'architecture d'intérieur. Et quand il m'a décrit cette formation-là, j'ai fait mais ça existe, on a le droit de faire ça. Donc on y va, quoi. Ah, c'est génial. Donc voilà, donc ça m'a tout orienté et voilà, comme très jeune, je dessinais beaucoup et je dessinais beaucoup du produit. Oui. Donc je me disais beaucoup déjà des baskets, les mobylettes, les voitures, tout ça. C'était déjà très tôt en moi, sans trop savoir ce qu'était le métier de design à l'époque. Et même sans savoir qu'on avait le droit d'en faire un métier, quoi. Oui, parce que j'imagine que c'est pas évident. On se voit peut-être artiste, on se voit peut-être dès qu'on touche au dessin, on se voit sur des métiers très terre à terre de illustrateur, artiste, tout ça, mais design c'est encore un peu plus, plus global. On va avoir l'occasion d'en discuter parce que moi j'ai un peu découvert le design cette année et c'est vrai que ça correspondait pas du tout à ce que j'avais en tête avant de faire quelques rencontres, donc on va avoir l'occasion de creuser ça. Et est-ce que tu as fait une école de design ? Parce que je pose la question parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent New Marks. C'est une question. J'interviewe toujours les invités sur leur parcours, leur choix un peu de carrière académique et tout, parce que je me dis qu'il y a peut-être des jeunes de 15-16 ans qui nous écoutent ou des jeunes au troisième, là, comme tu viens de me raconter, qui pourraient être un peu inspirés de ce que tu as fait et qui disent « Ah oui, tiens, il a fait une école, il a fait tel truc, ça peut être sympa. » Qu'est-ce que tu as fait, toi, du coup ? Moi, du coup, après le bac F12, après mon bac d'art appliqué, je me suis orienté vers un BTS donc en 2 ans. À l'époque, c'était encore les BTS, et c'était un BTS de design produit qui existait. Et après j'ai fait une année de formation complémentaire en maquettiste prototypiste qui nous permet d'appréhender la sculpture dans le volume pour vraiment shaper les formes. Et j'ai tout de suite voulu bosser. Parce qu'après il y a des masters qui existent, des choses plus longues. Mais comme je l'ai dit, j'étais pas un grand passionné de l'école. Mais plus j'avançais, plus ça me plaisait, et plus je professionnalisais mon approche, et via les stages, j'ai tout de suite compris que c'était en entreprise que je m'éclatais et pas à l'école. Et donc j'ai fait 2 types de stages, dans une agence de design sur Lyon qui m'a vraiment éclaté, où j'ai touché à beaucoup de choses, et là je sentais que je faisais du concret et pas de la théorie. Et puis après, j'ai fait un stage chez Peugeot Motocycle, donc les mobylettes encore, on y retourne, les scooters, et à Montbéliard. Et là, j'ai fait, non, faut que je bosse, quoi. Faut que c'est vraiment dans cet univers. Les études, c'est fini, et je vais apprendre en bossant. Et dans les courte période de stage, j'avais vraiment le sentiment d'apprendre tellement plus qu'à l'école. Donc j'ai tout de suite cherché du boulot après mes études. Il y a eu le service militaire entre-temps, parce qu'à l'époque, il existait encore. Mais le service militaire m'a permis d'avoir cette démarche. Et puis après, j'ai intégré des agences de design sur Lyon, 2 agences. Et puis après, sur Annecy, c'est ce qui m'a fait venir dans la région de Haute-Savoie. Voilà. Super. Petite question aussi sur le sport, parce que toi tu passes ta journée à voir des chaussures, tu as parlé de S-Lab, des chaussures un peu élite, tout ça. Est-ce que tu cours ? Est-ce que tu fais du trail ? Est-ce que tu fais du road running ? C'est quoi ton rapport avec le sport que tu vois tous les jours sur ton bureau ? Alors mon rapport, il est très matériel. Je suis plus un geek du matériel qu'un gros sportif. Alors non, je ne cours pas, je ne peux pas me définir comme un coureur. Bien sûr, il m'arrive d'enfiler une paire et d'aller courir dans la forêt, dans le bois derrière moi. Mais je ne suis pas un gros coureur, j'ai pas un physique, on va dire. Tu n'es pas athlète de haut niveau. Je ne suis pas athlète de niveau, loin de là. Si j'ai un sport qui, moi, en tant que pratiquant, me passionne, c'est plus le vélo. Voilà, mais ça a été une grosse source d'inspiration aussi, on y reviendra peut-être, mais le vélo et tout, un peu les sports mécaniques qui vraiment, moi, me portent. Et j'ai toujours tenté
une translation de ce monde au monde du running. D'accord. Et ça a toujours été une grosse source d'inspiration pour moi pour ce travail sur ces chaussures de running. Ok. Et du coup, là, on va attaquer la partie où tu nous parles un peu plus de ton métier, de ce que c'est qu'être designer dans une boîte de sport. Mais j'imagine qu'en fait, tu vois beaucoup de chaussures, tu bosses sur des chaussures toute la journée. C'est pas frustrant du coup de se dire, tiens, je fais un produit où je suis pas forcément l'utilisateur premier? Je sais pas trop comment décrire ma question. Je comprends complètement la question et c'est souvent un débat entre designers. Ouais. On a des designers qui sont vraiment core runners et qui vont essayer leurs produits. Et moi, j'aime bien la position de naïf sur le sujet. Et j'ai adoré ça en agence aussi de design précédemment, quand j'ai travaillé sur plein de sujets. Je travaillais sur des poussettes, sur des pelleteuses, sur des stylos, sur plein de choses. Et elle est passionnante, cette position un peu du naïf qui fait les choses pour les autres, qui essaye de les comprendre, mais qui essaye de les comprendre via un autre utilisateur. Et faire un produit pour soi-même, ça m'a jamais drivé. Ça m'a jamais, ça a jamais été ça. On fait pas les chaussures pour soi, quoi. On fait pas les chaussures pour soi. Il y en a, c'est pas un jugement. Ouais. C'est ma position à moi. J'aime bien avoir cette relation à l'autre et comprendre l'histoire de l'autre et faire une proposition produit dans cette histoire et surprendre en plus par la réponse, plus que de faire un produit pour soi-même. Oui, ça n'a pas été mon driver. Tu proposes des choses sur lesquelles on ne t'attendait pas, étant donné que tu sors un peu du cadre core runner ou des choses comme ça, quoi. Ouais. J'amène d'autres univers dans ce milieu et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire principalement sur le S-Lab aussi, d'être très inspiré par d'autres univers qui sont souvent aussi technologiquement un peu en avance par rapport au milieu du running. Et il y a une cascade, hein. Ce qui se passe en automobile se passe en cyclisme après et ce qui se passe en cyclisme se passe en running. Donc finalement le schéma est assez simple à suivre. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est plus clair sur qui tu es, pourquoi tu es là et qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier. Je pense qu'on va attaquer la partie un peu plus concrète sur qu'est-ce que c'est que le design dans une marque de sport. Alors avant de te poser des questions vraiment très spécifiques sur ton métier et comment ça fonctionne, j'aimerais bien qu'on commence cet épisode en revenant un peu sur la base du sujet. Qu'est-ce que c'est que le design et surtout qu'est-ce que c'est que le métier de designer dans une marque de sport? Parce que moi, avant de rencontrer quelques designers sportifs, enfin de marques de sport, j'avais une vision très cliché du truc où je me disais, en fait, c'est des artistes. On est leur bureau, ça va être rempli de crayons, de pastels, ils vont faire plein de trucs et tout ça. Et pour en avoir côtoyé quelques-uns, je me rends compte que c'est pas que ça et qu'en fait, c'est pas que des artistes. Il y a une vision beaucoup plus technique aussi de tout ça. Première question que je voulais te poser, c'est chez Salomon, il y a combien de designers en fait? Comment ça fonctionne un petit peu le département design et plus spécifiquement au footwear en fait? Comment c'est structuré? Comment vous fonctionnez en fait? Donc chez Salomon, on a 3 entités, le winter sport, le footwear et l'apparel. Donc si on refocus sur le footwear, on a une équipe entre 25 et 30 designers dédiés au footwear. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le design, c'est pas un seul métier, c'est une famille de métiers. Et aujourd'hui, au footwear, il y a 3 typologies de designers qui travaillent. Le designer produit, réellement, celui qui est core dans la conception du produit. Les designers CMF, donc CMF qui signifie couleur, matière et finition, qui sont complémentaires et qui sont en binôme avec les designers produits, qui aident à approfondir le détail du produit par sa matière, par ses logos et aussi, phase très très importante, la colorisation des produits. Donc un produit, il est designé au départ avec une seule couleur et après il est décliné en multiples couleurs. Donc ça c'est le rôle du designer CMF, couleur, matière et finition, d'emmener un produit dans plein de colorisations différentes. D'accord. Et après on a le 3e métier qui est le designer 3D modeler, qui est réellement un expert de la 3D, Katia, de la modélisation, de SolidWorks et tout ça. De Blender, de Substance, de plein de logiciels. Et ça, précédemment, en fait, quand j'ai commencé ma carrière, ces 3 métiers-là, il y avait un designer et il faisait ces 3 métiers-là. Et au fur et à mesure de la professionnalisation du métier de designer footwear, c'était des choses qui existaient déjà, par exemple, en automobile, et qu'on a transformé aussi ici dans notre équipe footwear avec cette professionnalisation. Voilà.
Ok. Et alors donc là, tu as expliqué qu'il y avait 3 métiers. Ça, on aura l'occasion aussi d'y revenir parce que je pense que ce que tu as dit sur les couleurs, moi ça m'intrigue un peu parce que je pense qu'on voit le développement d'une chaussure de manière très simple. On se dit, bon, c'est une chaussure, ça va pas être compliqué. Je pense que quand il y a tout un sujet couleur en fait. Oui, est-ce qu'une couleur ça va bien rendre? Est-ce que sur telle matière ça va bien rendre? Comment est-ce qu'on gère tout ça en fait? Tout à fait. C'est un enfer, j'imagine. C'est un vrai métier designer coloriste et on le simplifie souvent au j'aime pas. Oui. Mais c'est ce que les gens ressentent devant une couleur d'un produit, j'aime pas. Mais c'est une vraie science. C'est une vraie science et c'est un vrai métier et le processus de création de la couleur d'une chaussure est long. Oui, j'imagine. À quoi ça ressemble une journée de designer? Est-ce qu'il y a une journée un peu type? Est-ce que en fait vous passez la journée à dessiner, à faire plein de choses hyper créativité, hyper dessin, ou c'est un peu plus alors heureusement qu'il n'y a pas de journée type et c'est ce qui est chouette dans ce métier, c'est que chaque journée est très très différente de la précédente et il y a plein de phases différentes. Donc il y a des journées où le designer est dans sa bulle et dessine, design, crée toute la journée. Il y a des phases comme celle-ci, mais il y a des phases où on a des documents techniques à fournir, il y a des phases où on est beaucoup en partage avec les autres métiers, en collaboration avec les autres métiers de la technique du développement, avec les métiers du marketing. Donc, il y a plein de phases différentes. Donc on gère plusieurs collections en même temps. Donc il y a des collections, à l'instant T, on va pouvoir démarrer une collection et on est en pure créativité sur cette collection. Et la collection précédente, qu'on doit gérer en même temps, on est dans une phase beaucoup plus mature de cette collection. Et là, on est plutôt en dessin technique, où il faut faire une représentation. Ça. Et puis une troisième collection plus ou moins en même temps, où là on reçoit les premiers prototypes et on doit faire un retour sur prototype, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, faire des modifications. Donc en fait on navigue toujours entre plusieurs stades, plusieurs vitesses, plusieurs types de rendus qu'on doit faire. Ok. Et est-ce que du coup c'est quand même très dessin, ou est-ce que comme le commun des mortels, tu passes ton temps à faire des mails, à être sur PowerPoint ou Alors, tout dépend de moi, directeur aujourd'hui. Oui, je fais beaucoup de mails. Mais si on parle vraiment du métier de designer footwear, il y a beaucoup de dessins encore. Il y a beaucoup de dessins et c'est heureusement parce que c'est réellement notre outil. Donc tu parlais aussi au départ que pour toi le designer était un artiste au départ, avant de comprendre un peu mieux. Mais je comprends cette perception parce que pour la petite blague, on nous appelle beaucoup les peintres en interne parce qu'on utilise les outils de l'artiste. Mais notre démarche n'est pas artistique. Notre démarche, elle est purement industrielle et on est des designers industriels. On n'est pas des designers artistiques. Mais par contre, nos outils viennent du monde artistique. Donc le dessin, la colorisation et tout ça. Alors ces outils ont évolué. Moi, j'ai commencé quasiment sans informatique. Donc vraiment avec du dessin sketch manuel, du rendering après au feutre et tout ça. Aujourd'hui, on a tout l'outil informatique. Et c'est pour ça qu'on a les 3D modelers aussi, parce que on ne dessine plus très précisément à la main. La phase finale, elle est en 3D aujourd'hui. Par contre, il est important de garder un outil très manuel et très spontané au début de la créativité. Et donc moi, c'est ce que c'est comme ça que j'aime fonctionner avec l'équipe, de ne rien imposer dans la phase créative comme outil. Donc chaque designer est très libre d'utiliser les outils. Donc certains, c'est du sketch noir et blanc tout petit sur des carnets de croquis. D'autres, c'est ce qu'on appelle des roughs, beaucoup plus travaillés avec de la couleur, de ça. D'autres, c'est du prototypage. Ils descendent à l'atelier et ils commencent à prototyper une chaussure. Ah oui, d'accord, à ce point-là. En phase créative, on a plein d'outils et c'est ça qui est génial dans notre métier. Et on a le droit d'utiliser celui qu'on veut. Après, quand ça se précise et qu'on commence à faire une validation du design qu'on veut aboutir avec les autres métiers, on a un mode de rendu cadré, un peu plus normé. Et après, les dessins techniques qu'on doit fournir pour les usines, pour industrialiser le produit, là, ça devient très, très normé. Plus on avance dans la démarche, plus nos outils d'où la nature d'un designer industriel en fait, qui est capable d'avoir cette créativité initiale et d'avoir des bonnes idées, d'avoir des concepts et tout ça, mais qui est capable de faire un dessin technique. Et parler avec
les usines en Asie, Ouais. qui disent ok, ça on comprend et Tout à fait. c'est pas juste un rêve, on peut le faire vraiment, on a dans la Exactement. prod. Ok, c'est hyper intéressant. Je vais parler d'une anecdote qui, quand j'ai découvert ça, moi, m'a stupéfait. Benj, tu es le designer de la XT6 de Salomon. Il paraît. Il paraît, ouais. Chaussure que beaucoup de gens portent en ce moment, qui est très à la mode. J'aimerais bien qu'on prenne un petit peu le temps de revenir là-dessus. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de cette paire? Si elle en a une. Mais je Oui, pense bien sûr qu'elle en a bien sûr. une. Alors, elle peut avoir différentes histoires selon. Ouais. Mais oui, c'est un produit intéressant. Alors déjà, voilà, la marque a besoin d'incarner une personnalité derrière, trouver un créateur du produit. Donc aujourd'hui, Oui. on Tu as ce rôle. on m'associe beaucoup à l'XT6, mais bien sûr qu'on n'est pas tout seul pour Oui, faire une c'est chaussure. un travail d'équipe, bien C'est sûr. un travail d'équipe. Il se trouve que j'étais le designer sur ce produit à ce moment-là, mais on travaille en équipe, on travaille avec un développeur, on travaille avec des athlètes surtout, parce que c'était un produit S-Lab à l'origine. Mais voilà. C'est un peu comme comme l'histoire à qui appartient un film. Est-ce que Ouais, c'est au exactement. scénariste? Est-ce que c'est au réalisateur? Est-ce que c'est un peu Et le on a même- besoin d'un gros nom sur le générique, D'accord. mais après il y a beaucoup de noms. Voilà. Ok. La XT6, comme son nom l'indique, c'est une legacy. C'est la 6e itération de la même idée de la XT. Donc, il y a eu une XT Wings, un produit de gamme, dont on a décliné une S-Lab XT, une S-Lab XT2, et puis ainsi de suite jusqu'à la 6. Aujourd'hui, on utilise la XT6 en sport style. On a fait revivre ce modèle qui est sorti il y a un peu plus de 10 ans en mode performance. Aujourd'hui, il a une deuxième vie en sport style. Une belle vie en plus. Une belle vie. Oui, une très belle vie en sport style. Et c'était un produit qui est né il y a plus de 10 ans réellement comme produit de haute performance en trail running pour de la longue distance. C'était une chaussure qui était paramétrée pour l'UTMB et qu'on a co-développé avec le team athlète à l'époque. Et alors c'est intéressant ta question parce que je pense réellement... Alors, je vais peut-être décevoir des gens, mais que c'est une chaussure sur laquelle j'ai passé le moins de temps dans ma carrière. Mais c'est aussi c'est symbolique, je pense. Et je pense que toutes les chaussures sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler, qui ont réellement marché, ça a été des chaussures assez faciles à faire. Ok. Parce que c'est un alignement des planètes, c'est des éléments, c'est aussi, comme je le disais, la 6e génération. Donc on a beaucoup de maturité sur ce qu'on veut délivrer sur le produit. La direction est déjà bien donnée. Voilà, la direction est bien donnée, on sait ce qu'on doit corriger de la version 5, on sait plein de choses. Et cette chaussure, elle s'est dessinée assez rapidement, assez simplement, prototypée très rapidement. C'est marrant, et ça. voilà. C'est marrant parce que vu le succès qu'elle a, on pourrait se dire qu'en fait ça a demandé des heures, des centaines d'heures de travail, de se dire. On peut compter en centaines d'heures de travail avec tout le bagage qu'on avait acquis. Oui, mais d'accord. la chaussure elle est née d'une manière simple et synthétique, de manière assez spontanée, mais parce qu'on avait une grosse maturité à l'époque de tout ça. Et donc c'était une chaussure S-Lab c'était une chaussure qui a S-Lab. couru l'UTMB, je crois, non? Il y qui a a pas couru eu le l'UTMB, Jornet et François Daen qui alors, ont c'était couru une avec chaussure qui n'était pas dédiée à un athlète, qui était vraiment co-travaillée avec plusieurs membres de l'athlète. D'accord. Mais Kylian a commencé au départ aussi avec nous, avec cette chaussure. François l'a beaucoup couru. Et puis, Je trouve ça génial. C'est une des chaussures qui a été courue par beaucoup de monde à l'époque. Oui, c'est vrai qu'on voit les... J'ai regardé un petit peu l'historique un peu de la marque et tout ça pour préparer l'épisode. Et c'est vrai qu'on voit, il y a les photos, je me rappelle très bien de ces photos parce que moi je commençais à courir à ce moment-là, où on voit Jornet, Daen avec les cuissards blancs, là, les exos tout blancs avec les chaussures rouges. Et c'est vrai que c'est des images un peu marquantes du trail à l'époque parce que c'était les premières. Ouais, tout à fait. C'est drôle. Et ces images marquantes, en fait... Elles étaient assez volontaires de notre part. Et tout à l'heure, je parlais beaucoup du milieu du sport mécanique qui m'inspirait. Et là, c'est complètement vrai pour la XT6. Quand j'ai commencé à travailler déjà un petit peu sur la XT5, mais beaucoup sur la XT6, et puis la première S-Lab Sense aussi à l'époque, qu'on a complètement co-travaillé pour et par Kylian Jornet. Mais c'était déjà l'esprit que je voulais mettre dans S-Lab. J'avais analysé qu'au départ d'une course de trail running, à l'époque, c'était très sombre.
c'était des courses d'outdoor. Et les marques qui venaient de l'athlétisme, les grosses marques de l'athlétisme, parce que c'était des courses d'outdoor, de trail running, faisaient des chaussures très sombres, très noires, Oui, avec très marron, très randonnée, ouais. très randonnées, parce que c'était pas du stade, c'était pas de l'athlétisme. Ouais. Et nous, on a eu cette tactique de se dire, on était athlétique outdoor et on le revendiquait. On se disait, notre stade à nous, c'est celui-là. C'est pas le stade fermé, c'est notre stade, c'est l'outdoor. Et ça m'a vachement inspiré comme mot. Et je me suis dit, et moi passionné de motorsport et de sport automobile, je voyais ce qui se faisait en F1, en rallye. Et j'avais vraiment envie de transposer cette esthétique, cette identitaire-là sur des courses de trail running. Et j'avais analysé pas mal de vidéos et de photos de courses de trail, et dont les lignes de départ. Et je trouvais ça très sombre, très dark, et on ne reconnaissait pas les produits. Et j'avais envie réellement que nos produits, le footwear dans lequel j'étais responsable sur le S-Lab, démarquent sur cette ligne de départ. D'accord. Et okay. que ça ressorte. Très inspiré par le côté très sponsorship oui, du sport criard, auto, très criard, pas pour être criard, mais pour être visible et avoir une signature visuelle de la marque, donc le rouge, donc tout ça. Et donc on commençait à développer une palette de couleurs dédiée à S-Lab, basée sur le rouge, avec une touche de noir, une touche de blanc, et on jouait avec ces couleurs-là pour réellement être identifiable dès la ligne de départ. Même jusqu'à développer un rouge spécifique avec la designer coloriste à l'époque, où on a développé un rouge spécifique qui était vraiment rouge à l'écran. D'accord. Parce que le rouge qu'on travaillait à l'époque, une fois pris en vidéo, en photo, était très rouge brique. Ah, donc il y a eu un effort aussi. Il y a eu un effort sur le rouge pour qu'à l'image, il soit réellement rouge. Ah oui, on a eu cette démarche-là jusqu'au bout. Et je pense que pour faire le lien avec ta question du succès de la XT6 aujourd'hui, je pense qu'une part du succès de la XT6 aujourd'hui, c'est ce travail qu'on a fait d'identitaire et de colorisation qui permet à cette chaussure aujourd'hui d'être colorisée dans un peu n'importe quelle couleur, de très calme jusqu'à très coloré, de monochromatique à trichromatique. En fait, cette chaussure, elle a tout de suite été pensée pour être colorisée et pour être visible. Ok, c'est marrant. Donc ça. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait un peu son succès en sportstyle. On utilise. Elle est déclinable à l'infini. Voilà, elle est déclinable à l'infini. D'accord. Et est-ce qu'il y a une. Il y a une, comment dire, dans les premières lignes, on va dire, que vous avez posées sur cette chaussure. Je prends la XT6 parce que voilà, c'est un peu le produit référence et j'ai la chance de discuter avec toi aujourd'hui, donc on va parler de celle-ci, mais j'imagine que c'est peut-être le cas aussi pour plein d'autres chaussures. Sur la XT6, est-ce que vous aviez, est-ce que toi, tu avais une idée en fait d'une ligne que tu voulais poser? Je sais pas. Je voulais qu'elle ressemble à un avion, à une voiture, je voulais qu'on pense à ça quand on la voit. Est-ce qu'il y a un peu ce travail-là aussi dans les prémices d'un design, de se dire voilà le message que je veux transmettre? Là, tu as parlé de la couleur. Est-ce que dans les formes, il y avait aussi un message, un travail là-dessus? Ouais. Dans les formes, moi j'ai toujours aimé dessiner la technicité du produit. Comment elle fonctionne, quels sont ses attributs technologiques. Et ces attributs technologiques, c'est dans la tige, c'est ce que nous on appelle chez Salomon le Sensifit, la manière dont on fait le maintien du pied, de la manière dont on relie le système de lassage à la semelle. On a cette façon de construire nos chaussures avec les zigzags qu'on nomme en interne et même en externe le Sensifit. Donc ça, c'est un élément, un attribut technique qu'on commence à construire pour qu'il fonctionne. La même chose sur la semelle avec nos châssis qui nous permettent de gérer la déformation de la mousse et la déformation, la flexibilité, qui nous permet de faire cette gestion. Que la chaussure soit pas de travers tout le temps, quoi. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est deux attributs forts technologiques. Et c'est ces deux attributs-là sur cette génération de produits et de manière générale chez Salomon qu'on décide de dessiner. Dessiner, designer, rendre esthétique, rendre visible. Et l'identitaire du produit démarre par comment elle fonctionne. Et ce fonctionnement-là, c'est lui qui va induire l'esthétique. Donc il y a un peu cette transparence de dire... Parce qu'il y a des marques où... moi je suis aussi passionné de chaussures, je regarde un peu tout ce qui se fait en course à pied. Je trouve que c'est marrant le degré de communication sur la technologie des marques. Il y a des marques qui sont très opaques sur ce qu'elles mettent dedans. Par exemple, il y a des marques comme pour moi Nike et Hoka, il y a pas sur la chaussure, il y a pas forcément d'éléments visibles très très forts de voilà ce qu'il y a dans la pompe. Et là sur la XT6 et même sur un peu des marques comme Salomon ou des marques très techniques, on voit clairement ce qu'il y a dedans. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. On décide de designer la technologie et que l'identitaire et l'esthétique du produit est complètement lié à la technologie. D'accord. Donc on essaye de décorer le moins possible
nos produits et que ce qui paraît esthétique est vraiment c'est la tech. Okay. C'est la tech du produit, quoi. Et est-ce que c'est une question qui m'a été posée par un de mes meilleurs copains quand je lui ai dit que j'allais préparer cet épisode. Il m'a dit il y a une question qu'il faut que tu me poses, c'est est-ce que la paire qu'on voit sur les vieilles vidéos de l'UTMB il y a 10 ans, c'est la même que celle qu'on a à nos pieds aujourd'hui? Est-ce que bon, j'imagine qu'elle a été un peu sport stylisée pour être portée dans la rue et tout ça, mais est-ce que c'est la même pompe, les mêmes mousses, les mêmes matériaux, ou il y a eu un peu un changement pour qu'elle soit adapté en sport style? C'est une question qui revient souvent, qu'on nous pose souvent, et je sais qu'on pose aussi à d'autres marques qui ont des produits qui ont un peu le même type de succès. La chaussure est très 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 proche du produit originel. Bien sûr, on doit faire quelques adaptations industrielles parce que les quantités sport style sont pas du tout les mêmes que les quantités il y a 10 ans quand on faisait du S-Lab. Les quantités sont d'une toute autre échelle. Donc industriellement, on ne peut pas se permettre de complètement construire la chaussure comme elle était à l'origine il y a 10 ans. Mais ceci étant dit, elle est très proche. On peut, s'il faut donner une valeur, à 95%, on a la même chaussure, avec les mêmes qualités. En tout cas, c'est pas une plus mauvaise chaussure que ce qu'il y a 10 ans. Et pour preuve, quand je me balade en rando et que je me trouve un peu en montagne, on voit beaucoup de gens qui randonnent et voire qui courent encore en XT6. Moi, j'en ai une paire. En fait, la question, moi, j'avais hâte de te la poser parce que moi, j'en ai une paire. Et je me suis dit, j'espère que c'est pas la même que quand il faisait l'UTMB, parce que moi je serais incapable de faire l'UTMB avec, parce que je me dis par rapport à ce qu'on fait maintenant, mais les technologies ont très évolué. Mais je me suis dit si c'est la même, bravo aux athlètes d'il y a 10 ans, parce que c'est quand même assez exigeant comme chaussure maintenant. Moi c'est vraiment une chaussure de ville, mais c'est très exigeant parce qu'il y a peu d'amorti et la culture du running a énormément évolué vers l'amorti aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, on était beaucoup sur le grip, la stabilité et la protection du pied. Et un peu le minimaliste aussi. Et un peu le minimaliste aussi, la légèreté, le moins de poids possible. Et la notion d'amorti est vraiment venue après. Elle était déjà présente en route, mais très peu en trail running à l'époque. Oui, c'est vrai qu'on la voit arriver de plus en plus. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la comparaison avec une chaussure de trail running performante actuelle. Merci en tout cas pour cette réponse. Je pense que mon pote sera content d'avoir enfin la vérité sur ce sujet. Il y a une question. Donc là, tu as un peu expliqué, selon toi, ce qui explique le succès de la paire, ce travail de colorisation, ce travail d'avoir conçu un peu cette chaussure pour les déclinaisons. Est-ce qu'à l'époque, vous doutiez une seconde que ça pouvait autant exploser? Est-ce que quand on design un produit, on est capable de se dire ce produit il va exploser, il va cartonner, ou pas du tout? Alors, pour le coup de la XT6, clairement, non, pas du tout. Elle n'a jamais été dessinée, designée, conçue, ingénieurée pour le succès qu'elle a aujourd'hui. C'était pas du tout l'histoire qu'on écrivait à l'époque. À l'époque, on voulait gagner l'UTMB, on voulait produire la meilleure chaussure de trail running, la meilleure chaussure de performance, et on savait qu'on allait faire une set derrière, on savait qu'on est très dans cet état d'esprit ici de faire toujours mieux et de pas chercher à écrire une chaussure très pérenne dans le temps, mais d'écrire la chaussure à l'instant T la plus performante. Et on sait qu'il y a une nouvelle génération qui va venir avec, surtout sur du S-Lab, où on est vraiment activé par ça, faire toujours mieux, toujours, et dès qu'on a mieux, on sort et on rend obsolète la précédente. Donc non, sur la XT6, on n'avait pas du tout ce schéma de tiens, un jour on va la ressortir, un jour elle va cartonner, un jour elle va être portée en ville. Si on t'avait expliqué ça à l'époque, tu n'aurais pas cru. Non, on n'y aurait pas cru. Et heureusement, parce que ça permet aussi de faire un produit authentique, honnête. Et à chaque fois, le piège, c'est de la dessiner pour ce succès. Et souvent, ça nous emmène à se tromper et à faire des biais dans notre design. Alors que là, pour le coup, vraiment, on a l'authenticité pure de la chaussure. Tu le fais pas pour les mauvaises raisons, on va dire. Tu veux pas faire un carton pour faire un carton. Tu réponds à la problématique de base. Et il se trouve, c'est un heureux accident. C'est un heureux accident. Après, c'est un accident, oui et non, parce qu'on pilote un peu les choses. Oui, bien sûr. Quand on crée notre gamme, notre collection Sport Style aujourd'hui, on va voir dans nos archives, on décide quel produit peut être pertinent. C'est pas par hasard que tiens,
elle se met à se vendre. On pilote un peu les choses. Et il n'y a pas que la XT6 aujourd'hui qui sort de cette génération de produits aussi. On a d'autres produits qui ont un peu la même histoire en parallèle. D'accord, mais je trouve que l'histoire est quand même assez dingue. Et puis surtout de savoir que c'est un peu toi qui a designé la chaussure. Bon, on rend hommage à toutes les personnes qui ont bossé dessus, mais je trouve ça assez marrant. Quand même, oui, c'est comme anecdote. Et ce qui est d'autant plus surprenant pour moi-même, c'est que je me sens pas du tout pertinent en tant que designer sport style. Et aujourd'hui, plusieurs de mes produits de l'époque S-Lab qui sont la base de la collection Sport Style, sans jamais que je le décide ou que je le veuille. Je trouve ça vraiment très drôle. Et il y a un autre... Alors là, on va passer à la partie un peu plus... Moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans le design, et depuis que je commence à vraiment m'intéresser aux chaussures, j'essaye d'avoir un peu cette vision, pas uniquement course à pied, route, performance. Moi, il y a un truc que je trouve assez dingue quand on a un peu l'œil et qu'on s'intéresse de manière très globale à tout ce qui se fait dans l'industrie. C'est que souvent, quand on regarde une chaussure, si on enlève le logo, on est presque capable de dire « Ah tiens, ça c'est une Nike, ça c'est une Adidas, ça c'est une Salomon. » Et je trouve ça vraiment... Je trouve ça vraiment dingue de se dire qu'en fait, il doit y avoir un énorme boulot derrière pour se dire « Ok, il y a une marque, elle va sortir 15 paires de chaussures, on enlève le logo, on peut reconnaître la marque. » J'imagine que c'est ça en fait, ce qu'on appelle une image de marque. Une image de marque, une signature visuelle dans le langage du design, oui, c'est un exercice compliqué parce qu'il se décide pas sur un produit, c'est de longue haleine. Et chaque marque doit trouver sa patte, sa signature qui est en phase avec la philosophie c'est ce que je voulais te poser comme question en fait, parce qu'on voit que c'est quand même bien fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on est capable de dire une Oka, tu vas dans la rue, tu vois une Oka de loin, tu sais que c'en est une. Tu vois, il y a plein de marques comme ça où c'est très très fort. Comment est-ce qu'on construit en fait une identité visuelle? Parce que si on prend une marque comme Salomon, il y a plein de choses. Il y a du ski, il y a du vêtement, il y a de la chaussure, il y a du sport style, il y a du road running, trail running. Comment est-ce qu'en fait on arrive à créer une cohérence de marque à travers les modèles, à travers les branches de sport? Enfin, comment on fait cet exercice-là? C'est une question bien difficile et qui s'improvise pas. Mais quand on est dans ce rôle de designer pour gérer cette question-là que tu évoques, on arrive aussi dans l'histoire d'une marque. Donc il y a eu un passé avant nous, il y aura... Donc on doit tenir compte de ça, de ce qui a été fait avant, de cette culture de marque, de tout ça. Et c'est très lié aussi à la discussion qu'on a eue juste avant sur la technologie et comment on design la technologie. Ça crée un visuel, ça crée un identitaire par cette chose-là. Nous, on décide de faire un show-off de la technologie. Forcément, ça a un impact sur la signature visuelle de nos produits. C'est un peu ça, du coup, si à mon caricature, c'est l'image de marque de Salomon, c'est vraiment de dire... On montre la technologie de nos chaussures. Oui. C'est un peu ça qu'on pourrait dire. C'est un peu ça qu'on pourrait dire. On design la technologie et l'esthétique et cette fameuse signature visuelle est réellement liée à la technologie. Okay. Après, il y a des choses plus précises comme le branding, comme comment on applique notre label, notre marque, qui est normée avec une certaine souplesse, mais quand même avec une charte où on écrit. Donc, si tu regardes bien nos produits footwear, on a le logo Salomon appliqué toujours sur la partie 3/4 arrière du talon, avec une certaine dynamique et qui va vers le bas. Et c'est des détails que le consommateur ne voit plus, mais qui se gravent dans son inconscient. D'accord. Mais qui ont pour nous une signification. Nous, il est important que c'est la marque qui connecte le coureur avec le sol. Donc la marque, le label a cette direction-là et emmène jusqu'à la semelle, jusqu'au sol, quoi. Ah oui, donc il y a une explication. Enfin, il y a une explication. Pas forcément tout le temps, j'imagine des trucs qui sont très on la visuels, délivre pas au consommateur et on n'en fait pas des caisses là-dessus. Mais nous, on sait pourquoi notre logo, il a cette dynamique-là, cette position sur la chaussure pour pouvoir donner cette dynamique. Okay. Voilà. Et puis il y a une historique aussi, le logo il est posé sur ce qu'on appelle, nous en interne, on parlait du Sensify tout à l'heure, mais ce logo et cette dynamique, c'est ce qu'on appelle la power band, qui est une bande technique qui relie la boîte talon et qui nous assure dans la construction de la chaussure d'avoir une bonne boîte talon. Ça c'est des choses qui viennent du ski nordique, de la boots nordique, où dans les chaussures de ski nordique à l'époque, ils avaient construit cette bande qui était une bande de serrage et on a repris ça il y a quelques années dans le footwear comme construction. Ah oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que
Ça, quand nous, on est consommateurs de ces chaussures, on voit pas ça. En fait, on devine que ça nous touche. Tu vois, En fait, le consommateur le voit. Ouais. on voit des chaussures. Mais inconsciemment. Et c'est ça. Ouais. C'est pas conscientisé et c'est ça qui est chouette. Ouais. C'est qu'on sait que c'est une Salomon, on reconnaît immédiatement que c'est une Salomon. Nous, on a un petit exercice en design pour voir si on a réussi notre but. C'est ce qu'on appelle l'exercice de la persistance rétinienne. Okay. C'est chaque produit, chaque design, on ne le fait pas systématiquement, mais c'est un exercice un peu symbolique, mais qui reflète. C'est je le regarde 5 secondes, je ferme les yeux, et est-ce qu'il se dessine en moi, dans mon cerveau? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je retiens de ce produit? Et si je retiens rien parce qu'il est pauvre, il faut qu'on retourne à notre exercice. Si je retiens rien parce que le produit est trop complexe, ou je retiens plein d'éléments disparates, s'il y a trop de messages, s'il y a trop de messages, c'est pas ce qu'on veut. Okay. Par contre, si je retiens ce truc-là, c'est ça qui est intéressant, d'avoir une chose forte qu'on va retenir au moment où on va fermer les yeux, en juste capturant le produit 5 secondes. Quoi. Tu parlais de codes. Alors chaque marque a un peu ses codes. Là, chez Salomon, il y a le Powerband, Sensifit, Châssis, tout ça. Tu parlais de chartes aussi. Tu disais que voilà, quand tu te lances dans un design de chaussures, il y a un peu des chartes, des règles à respecter. Ouais. Est-ce que tout ça c'est flexible, dans le sens où est-ce qu'on ne devient pas un peu prisonnier de... J'imagine qu'avec le temps, c'est un peu comme les lois, ça s'accumule, on se retrouve à avoir un code du travail qui fait 3 kilos. Ouais. Est-ce que vous êtes vigilant aussi sur ça, sur le fait qu'il faut se laisser un peu de la créativité et respecter en même temps ce que vous avez défini comme image de marque? C'est une très bonne question, parce que c'est réellement notre quotidien. C'est le challenge. C'est le challenge de toujours d'écrire une charte pour savoir où on va, savoir pourquoi on fait les choses, pour aussi un peu normer notre esthétique, mais à la fois laisser la latitude pour aussi que la créativité ait sa place, pour continuer à avancer, pour pas figer un modèle. Donc c'est toujours un exercice d'équilibre compliqué. Et d'autant plus avec une équipe de design qui est majoritairement constituée de profils de rebelles qui ont toujours envie de challenger les règles. Mais c'est ce qui est intéressant pour mon rôle à moi, c'est de pouvoir poser ces règles pour qu'elles puissent être challengées. Et sans règles, ça partirait en freestyle et à la fois la créativité est moins intéressante. Et j'ai une petite quote de Colin Chapman. Colin Chapman, qui est le fondateur de Lotus. Je reviens à l'automobile. Mais on va en parler beaucoup de mes références. Et qui disait les règles sont faites pour dociliser les imbéciles, mais pour activer la créativité des gens talentueux. D'accord. Et j'aime bien cette quote, et je considère mon équipe comme des gens talentueux. Donc je leur fournis des règles pour qu'ils puissent les bousculer. Ok. D'accord. C'est comment les détourner, mais en les respectant un peu. Comment les détourner, mais quand on les détourne, sans la règle, on ne sait pas la distance avec la règle qu'on a. Enfin, ouais, bien sûr. Voilà. Puis j'imagine aussi qu'on se permet des choses sur certains produits. Peut-être qu'il y a des produits très futuristes, c'est un mot un peu buzzword, mais il y a des produits, j'imagine, en S-Lab ou des trucs comme ça où vous permettez peut-être de casser un peu les codes, ou au contraire d'être très dans les codes. Mais si jamais, je vais dire une bêtise, mais aujourd'hui on regarde le catalogue Salomon, tout est bien codé, tout est bien harmonieux, on va dire. Imaginons que demain il y a une nouvelle techno révolutionnaire qui sort. Est-ce que il y a un travail du coup de s'approprier cette techno pour la traduire avec les codes de la marque aussi? Vous faites ça? C'est un travail de gamme global. En fait, on a des produits qui ont différents rôles dans notre collection. On a des produits qui sont là et qui assurent les bases. Et la version 4, après la version 3, doit être fidèle et doit progresser, mais avec des gains marginaux pour pas trop bousculer le produit, parce qu'il est solide. Et voilà. Et il y a d'autres produits qui ont d'autres rôles, de beaucoup plus bouleverser les règles établies et d'être vecteur d'innovation. Donc on a clairement défini dans notre collection différentes franchises, certaines franchises qui sont là, qui sont établies, très rigides, mais qui doivent évoluer par petits steps,
où on gère cette évolution pour pas perdre le consommateur, pour pas perdre aussi la qualité du produit. Et il y a d'autres produits où on est prêt à ce que la génération d'après soit complètement différente, parce que là, on a une nouvelle matière, on a une nouvelle technologie, quitte à ce que ce soit un échec ou alors un succès. Voilà. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Ouais. Voilà. Et on a différents produits qui ont différents rôles. Et pour assurer notre business, assurer les produits solides et pas tout casser de ces produits, et d'autres qui nous permettent vraiment de faire des bonds en avant. Ça doit être dur, non, parce que c'est pas le premier épisode que je fais un peu avec des gens de l'industrie, donc je vois un peu les différents métiers qui touchent au footwear. Ça doit être hyper dur quand tu es designer et que tu veux bosser sur un produit un peu nouveau, truc comme tu dis, où on casse un peu le code, on fait autre chose, d'aller pousser ça sur les marketeurs, la finance, le merchandising, tout ça. Ça doit être dur à pousser parfois sur certains produits, non ? Ça dépend. En fait, c'est là où c'est hyper important de s'aligner entre les différents métiers sur le contrat de départ et de s'aligner et de se dire, cette chaussure-là, on casse pas tout. Ou cette chaussure-là, on doit tout bouleverser parce qu'on doit intégrer une nouvelle mousse, que c'est révolutionnaire et tout ça. Et de s'aligner entre les métiers pour réellement avoir la même quête. Et le pire des cas, c'est le designer qui veut tout changer et le marketing qui a besoin d'assurer son business et de juste renouveler sa franchise, mais pas de tout casser. Donc là, c'est le rôle du management intermétier de s'aligner, de poser un contrat de créativité très clair, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus dur entre faire un renouvellement ? Je prends un exemple, mais là on parle de la XT, il y a plein de modèles un peu iconiques, il y a des Speedcross, il y a la XT, il y a eu la Sense qui est maintenant arrêtée, mais qui pendant des années il y avait Sense 8, tout ça. Il y a plein de nouveaux produits. Là, on voit qu'il y a un nouvel essor un peu sur le roadrunning Salomon, avec plein de nouvelles chaussures qui arrivent, du carbone, des trucs comme ça, super, super intéressant. Qu'est-ce qui est l'exercice le plus difficile entre prendre une franchise et la renouveler un petit peu, comme tu viens de dire, avec l'itération d'après, ou alors, Binge, ta carte blanche, tu dois faire un super produit. C'est quoi le truc le plus dur ? Je pense que les deux sont très durs. Les deux scénarios que tu décris sont très durs. Le renouvellement de franchise est compliqué. Quand un designer est nommé sur le renouvellement, par exemple, du Nixa Pro, on transpire un peu, quoi. on se pose les questions de ce qu'on a le droit de toucher et de ne pas toucher, quoi. Oui, d'accord. Donc c'est un exercice quand même très périlleux. Mais dans notre processus de créativité, de design, on a cette latitude d'aller se perdre, justement pour dire non, il faut revenir, avant que ça soit présenté au consommateur. Une Nixa Pro, on peut la bousculer, et puis finalement faire des choix à la fin. Après, l'opposé, l'exercice de pure créativité, de la page blanche, si c'est ce que tu voulais exprimer. Il est très très dur aussi, et il est très dépendant de l'équipe avec qui on travaille. Le designer est jamais tout seul, on l'évoquait un peu tout à l'heure, il est jamais tout seul devant sa page blanche. Et chaque designer travaille différemment sur cet exercice de la page blanche. J'imagine que tu as des profils, je me doute que là dans les 30 designers dans ton équipe, il y a peut-être des profils qui sont plus taillés pour faire du renouvellement, plus taillés pour faire j'imagine qu'il y a tellement de pattes différentes, tellement de méthodes de travail, que tout le monde ne peut pas faire la même chose, en fait, non ? Oui, tu vois un peu ces profils-là. Clairement, il y a des profils qui sont plus sur l'innovation. Un tel, il va aller dans tel domaine ou ça. Oui. Après, on essaye d'avoir cette flexibilité pour que tout le monde puisse se frotter à tous les exercices. Oui, il faut que ce soit stimulant pour tout le monde. Il faut que ça soit stimulant pour tout le monde. Et on est des designers qui aimons la créativité. Mais il y a des designers qui excellent dans le renouvellement de produits, qui vont tout de suite taper juste sur la petite chose qui va faire progresser le produit en respectant l'ADN. Et d'autres qui sont beaucoup plus ouverts à la créativité. Oui, c'est beaucoup dépendant du profil du designer. D'accord. Et c'est la dernière question que je voulais te poser sur cette partie un peu plus identité visuelle, cohérence de marque. Donc le design, pour moi, c'est un truc un peu intangible. Alors, tu l'as bien rationalisé. En fait, tu as bien expliqué que pour un consommateur, oui, il y a un peu cette barrière qui fait qu'on comprend pas forcément. C'est pas qu'on comprend pas, mais c'est qu'on ne se pose même pas les questions. En fait, derrière, il y a quand même une équipe qui bosse sur
la rationalisation de Ouais. tel élément et tout ça. Mais pour moi, c'est un petit peu intangible, un peu de l'ordre émotionnel. Et comme je viens de le dire, je pense que dans ton équipe, tout le monde a un peu sa façon de bosser, d'amener des idées, des choses comme ça. Du coup, comment est-ce qu'on s'assure que les nouveaux produits ils correspondent bien à l'ADN de la marque? Est-ce qu'en fait, toi, ton rôle, c'est d'être un peu le garant et d'avoir un droit de regard sur attention, ça, c'est pas Salomon, ça, c'est Salomon, ça pourrait l'être, mais il faut changer ça et tout ça. Ça, c'est un peu ton rôle là, du coup, en tant que directeur aujourd'hui? C'est un peu mon rôle, mais j'essaye de le faire pas en censeur. Ouais. Pas C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut, ou corriger le design en disant non, ça c'est pas Salomon. Plutôt en mode en amont, en mode inspiration et d'inspirer à l'équipe ce qui est du Salomon pour que le design final soit immédiatement Salomon, plutôt que d'être en mode correctif et laisser partir le truc. Après, j'aimerais bien revenir sur cette question de rationnel et d'émotionnel, je t'en prie. si tu le veux bien, parce que c'est une chose importante. Il y a toute cette dualité dans le métier de design, le côté rationnel, la technique, le fait que le produit fonctionne, court bien, réponde à un besoin, et la partie émotionnelle, la désirabilité, le fait que le consommateur a envie de ce produit. Ouais. Et c'est réellement notre rôle, à nous, designers, de faire une fusion de ces deux, et que les deux se côtoient, ça match sur le produit. Et donc c'est notre rôle aussi de capturer des histoires qu'on va raconter via le produit. Okay. Et pas simplement avoir un produit qui fonctionne, qui est là, qui est mécanique, mais aussi un produit qui est porteur d'histoire. Et ça, notre gamme S-Lab est réellement là aussi pour travailler ces histoires et emmener ça jusqu'au consommateur. Et le contact avec nos athlètes est très important pour ça. Et c'était un des rôles, moi, qui m'a réellement le plus plu en tant que designer S-Lab à une certaine époque. C'était d'être là, devant une page blanche, mais surtout pas dessiner mon produit tout de suite, mais d'être en complète empathie avec le consommateur final, qui était l'athlète, en l'occurrence, sur le S-Lab, et de capturer cette histoire, de se dire qu'est-ce que lui, il a à me raconter, et cette histoire-là, comment je vais pouvoir la transcrire sur le produit. Et j'ai vécu des choses hyper intéressantes à ce moment-là pour avoir ces émotions-là, parce que j'ai eu la chance de travailler à des moments en même temps avec un Kylian Jornet et un François Dan, qui sont deux personnalités très fortes, très fortes dans le trail running. Mais très différentes, très différentes. Et pourtant, ils prennent le même départ de la même course. Ouais. Et j'ai eu à travailler des produits pour Kylian et des produits pour François pour la même course. Et de recevoir de la part de l'un et de la part de l'autre deux histoires complètement différentes à raconter. Okay. Au-delà de la technicité, on a toute notre équipe de techniciens, la science aussi, avec nos biomécaniciens qui nous aident à mieux comprendre comment l'athlète court et comprendre la différence entre un Kylian et un François pour pouvoir faire techniquement le produit très différemment. Ouais. Mais mon rôle à moi aussi, en plus de comprendre comment on va faire techniquement ce produit, c'est de comprendre quelle est l'émotion de l'un et quelle est l'émotion de l'autre et quel est le produit qui va lui fitter, tout en respectant le Salomon, que les deux produits Salomon. D'accord. Voilà. Et pour aller plus loin dans cette idée, juste pour illustrer ça, j'allais te demander justement. La rencontre avec Kylian quand on travaille la Sense, je lui demande, raconte-moi un UTMB, raconte-moi un ultra trail, parce que là on est en train de travailler une chaussure pour toi, c'est quoi un ultra trail? Et Kylian, tout de suite, il part sur un ultra trail, c'est pas une longue distance, c'est 3 sprints. C'est pas 180 km, c'est 3 fois 60 km. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Je vais courir 60 bornes, je vais m'arrêter, je vais changer ma tenue, quitter mes pompes, passer sur des pompes neuves. C'est hyper important pour mon mental. Enfin, il me raconte une histoire qui est très séquentielle, avec 3 sprints, avec 3 refresh de son mindset, avec voilà. Parallèlement à ça, on l'étudie sa biomécanique avec notre équipe science. On découvre réellement sa façon de courir qui est très forefoot, très en avant, vraiment tout le temps en propulsion, même en descente. Ouais. On commence à voir que les chaussures, les protos qui reviennent, ils sont très usés à l'avant et quasiment neufs sur le talon, à l'arrière. Ouais, c'est un peu l'ambassadeur de ça. Voilà, c'est un peu l'ambassadeur de ça. Et donc ça commence à nous donner la physionomie, on va dire, rationnelle et technique de la chaussure. On commence à comprendre comment on doit orienter la technicité de notre chaussure.
Mais esthétiquement, je commence aussi à construire comment je vais faire la chaussure. Balancer la chaussure sur l'avant, complètement ne pas dessiner l'arrière, donc d'où la chaussure très séquentielle, rouge, blanc, très binaire, tout l'avant rouge focusé sur sa propulsion métatarse, et le talon blanc, quasiment pas dessiné, aucun détail. Et ça commence à me donner toute la base de la Sense. En parallèle, François. Grand gaillard, notre physionomie, un autre foulé, un autre contact au sol, un peu moins aérien. Un peu moins aérien, mais en puissance. Voilà, les protos qu'on lui fournit reviennent usés d'une manière très très différente de celle de Kylian. Donc on commence à comprendre comment il faut, plus de filtres de terrain, enfin voilà. On commence d'un côté techniquement à comprendre ce qu'il faut faire, et de l'autre côté émotionnellement. On lui pose les mêmes questions. Je lui pose en tant que designer les mêmes questions. Donc quand on pose ces questions en tant que designer, ça surprend un peu toujours les techniciens autour. Mais raconte-moi, fais-moi de la poésie et raconte-moi ton UTMB. Et là, François, il me raconte un UTMB, un ultra trail, c'est quelque part un long fleuve tranquille avec des hauts, des bas, mais sans rupture, avec des transitions douces. Donc très différent de très différent. Ouais. Et il commence à me parler du coucher de soleil, du lever de soleil, de son regain d'énergie avec le lever de soleil qui monte doucement, que lui commence à ressentir doucement. Pareil sur les moments durs, les moments faciles qui arrivent doucement, ils n'arrivent jamais bien. Et il me décrit quelque chose de beaucoup moins binaire que ce que Kylian me décrivait. Et il me décrit aussi, je veux prendre le départ avec ma paire et finir avec ma paire. Ah oui, donc vraiment... Donc une approche complètement différente. Donc on se dit, c'est pas la même chaussure, on peut pas délivrer la même chaussure. Et on doit pas raconter la même histoire. Ouais. Donc d'un côté, je dessine pour Kylian une chaussure rouge et blanche très binaire avec une frontière très nette entre les deux couleurs, pour ce qui est la partie visible. Et de l'autre côté, on commence à créer pour François une chaussure toute en gradient, en dégradé, du rouge au violet. On a un gros du violet au moment avec les premières ultras. Les Ultra Glide, les premières avec François, où on raconte cette histoire d'enchaînement doux des choses. Quoi. Voilà, juste pour la petite histoire. Ça très marrant, et ça, c'est notre rôle de designer, de capturer ça et de le rendre jusqu'au produit. Et le consommateur comprend pas toute cette histoire, mais le ressent, le perçoit. Et ça doit être frustrant un peu, non, parce que du coup, toi, tu travailles là-dessus, pendant un moment, c'est ton quotidien de travailler là-dessus. Est-ce que c'est frustrant de voir qu'en fait, tout ce message qui du coup existe, cette histoire de comment est-ce qu'on a créé un design, tout ça, est-ce que c'est frustrant de voir que le conso, il voit pas forcément ça ? Non, c'est pas frustrant parce que le produit, après, il a soit un succès, soit pas de succès. Mais c'est aussi considérer le conso plus intelligent qu'on veut bien le croire et aller toucher son émotionnel, même si le conso, c'est pas le verbaliser. Si le produit lui plaît, même si c'est pas l'expliquer pourquoi, c'est gagné. C'est gagné. C'est viscéral. Viscéralement, il faut qu'il soit touché. Et quelqu'un qui va être touché par l'esthétique de la Sense, tant mieux. Quelqu'un qui va être touché par l'esthétique de l'Ultra, tant mieux. C'est une chaussure différente et elle doit toucher des consommateurs différents. Quoi. Et roadrunning, t'en fais un peu aussi ou pas, du coup ? C'est aussi dans ton domaine de compétences aujourd'hui d'avoir... Parce que là, vous avez lancé plein de produits, S-Lab Fantasme, des choses comme ça. Il y a une histoire aussi un peu là-dessus ? Sur le roadrunning ? Comme il y a eu un gros renouvellement, j'en avais parlé dans un précédent épisode avec Thibaut Poupard, où justement on voyait que sur le roadrunning, il y avait eu une période où Salomon faisait beaucoup de chaussures. Il y a eu un peu une rupture. Là, aujourd'hui, il y a des nouveaux produits qui sortent, des choses très intéressantes. C'est quoi l'histoire un petit peu sur le segment roadrunning, si jamais il y en a une ? Sur le roadrunning, on a commencé très tôt. J'ai commencé à faire les premières S-Lab dédiées à la route. D'abord pour nos athlètes un peu en trail running, pour leur entraînement sur route. On a commencé à toucher des athlètes qui C'était aussi la culture du sport qui évolue à ce moment-là et les trail runners se mettaient un peu à la route en entraînement. Ils comprenaient qu'ils devaient aussi s'entraîner à courir plus et courir plus vite. Donc nos athlètes nous ont aussi un peu emmenés à ça. On a commencé à produire les premières Sonic, les premières Sonic S-Lab aussi. On a commencé à voir que nos technologies du trail étaient pas forcément très faciles à transférer sur la route et qu'il fallait deux sports différents, avec deux besoins différents.
Donc on a se dit, il faut qu'on apprenne, on a découvert que la mousse était très important, le VA dans la semelle, qui était peut-être en trail running un peu secondaire à ce moment-là, et on voit que ça a influencé dans l'autre sens après. Donc on a commencé doucement par ça, par aussi, on est très drivé par l'évolution du sport, et nos produits reflètent cette évolution du sport aussi, et le road running est venu aussi parce que les deux mondes se sont aussi un peu rapprochés. Oui, c'est aussi ce qui se passait en cyclisme. On avait deux cultures, le VTT et le vélo de route, et selon tu étais dans un camp ou dans l'autre, et puis les choses sont plus complexes aujourd'hui, et tant mieux, et il y a moins de frontières, et je pense qu'il s'est passé aussi ça avec le trail running et la route. Ouais, je trouve ça intéressant. Il y a une question que j'ai pas du tout préparée, mais tu m'as donné l'habit tout à l'heure en parlant de sport automobile, et comme quoi c'était un peu ton dada, vélo, sport automobile, tout ça, et que justement tu avais essayé de rapprocher un peu ça dans ton métier aujourd'hui en road running. Tu peux me raconter un petit peu ça, comment tu trouves de l'inspiration dans tes passions en sport automobile et que tu les mets dans le footwear? Alors elles n'étaient pas si évidentes que ça au départ. Je le faisais, mais de manière inconsciente, par mon goût et ma passion pour le sport automobile. Et on me demandait de dessiner des chaussures de trail. Donc naturellement, je n'avais pas autant intellectualisé, mais je me rendais compte qu'au fur et à mesure, les gens avec qui je travaillais étaient réceptifs à ce que je proposais comme inspiration de ces mondes extérieurs, et me le disaient, toi c'est la bagnole, mais que ça fonctionnait en fait comme tactique. Donc j'ai mis un moment à le comprendre, parce que c'était pas voulu. C'était pas voulu. Et puis après j'ai commencé à vraiment calculer ça et aller chercher. T'as runningisé en fait. Enfin, dans certaines propositions que tu fais. Du coup, il y a cet ADN un peu voiture sur des chaussures. C'est un peu ça le Après, point. je le simplifierai pas à l'ADN voiture, mais en fait de décider en tant que designer que le monde de la performance et de la course, c'est un grand tout. Peu importe, que ce soit du trail running, du road running, d'une course de vélo, le Tour de France ou un Grand Prix de Formule 1. Pour moi, je suis très passionné de produits de performance, et je le considère comme un grand tout, avec une inspiration de l'un à l'autre, sans frontières, sans interdit. C'est plus les codes de la performance qui les codes de la performance, voilà. D'accord. Et ce côté très sponsorship, très visuel, très graphique de la Formule 1 ou du rallye aussi à une époque, m'a énormément inspiré sur nos produits S-Lab, mais de manière très naturelle et très... C'est... l'image de marque, on en a beaucoup parlé, l'image du produit, l'émotion que je veux donner au consommateur, elle est la même qu'on parle d'une bagnole ou d'une chaussure de course. Après, techniquement parlant, c'est pas du tout la même chose, mais ça, c'est la partie technique. Mais la partie émotionnelle, je vois pas de frontière entre les deux. D'accord, je trouve ça très intéressant. Maintenant, je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode. On va parler un petit peu de la relation entre design et vraiment construction, ligne de chaussures. Parce que en fait, avant de rencontrer des gens qui travaillent dans le développement produit, moi je pensais que, en tant que bon coureur de compétition, je pensais que tout était dicté par la science. Que chaque ligne sur une S-Lab Fantasme, chaque ligne sur telle chaussure et tout ça, était le résultat de recherches scientifiques. En disant, voilà, nous on a étudié que telle épaisseur, telle hauteur, telle rocker, telle forme, tout ça, c'était la science qui disait c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà les cahiers des charges, le design, faites-nous un joli truc qui va aller là-dessus. Et du coup, plus j'ai avancé un peu dans mes rencontres, et en fait, plus j'ai compris que c'était pas forcément le cas, et c'était même l'inverse en général. Aujourd'hui, à quel point est-ce que t'as déjà commencé à répondre à cette question en fait, parce que t'as expliqué ce qui s'est passé sur S-Lab avec François, Kylian, le côté très on fait des protos à l'avant parce qu'on étudie ce qui se passe chez Kylian, on fait des protos un peu plus doux parce qu'on voit ce qui se passe chez François, mais aujourd'hui, donc là c'est du S-Lab, très comment dire, innovation et tout ça. Sur des produits un peu plus de gamme, qui c'est qui drive un peu le développement? Est-ce que c'est le design? Est-ce que en fait le designer arrive avec une proposition et ensuite on met les bonnes matières, on met les bonnes formes, on se calque sur le design? Ou est-ce que c'est plutôt on veut faire une chaussure, je dis une bêtise, d'entraînement sur piste, d'entraînement, voilà la forme qu'elle doit avoir parce que nos études ont montré ça? C'est une question un peu dense, mais... Ouais, c'est une question qui
qu'il y a deux réponses en fait. Les deux sont par expérience. J'ai vécu les deux. Okay. Dans notre jargon interne, c'est soit un techno push, soit un design push. D'accord, okay. Et les deux, il n'y a pas de problème. Enfin, à partir du moment où on se met à travailler ensemble, voilà. Donc il y a pas une règle établie. C'est d'abord la science qui propose une conception technique du produit et le design va faire en sorte que ce soit joli. Ouais, en gros, enfin, joli, c'est un peu vulgaire. Voilà, c'est un peu vulgaire, mais voilà. Ouais. Désirable. Ou désirable. Ou c'est un design et il faut faire en sorte qu'il marche. En fait, c'est la beauté aussi de la boîte pour laquelle je travaille, c'est que les deux scénarios peuvent exister. Okay. On peut avoir un point de vue purement technique en disant on a telle matière par exemple qui apporte tel rebond, il faut absolument l'intégrer et elle a des contraintes, elle n'est pas forcément colorisable cette matière, elle est pas, voilà. Donc à nous de la comprendre cette matière, à nous de l'emmener vers un produit qui est désirable justement. Et de l'autre côté aussi, on a cette fenêtre où, grâce au design, on peut proposer des choses, proposer des conceptions de chaussures avec toute la naïveté d'un designer. Mais un designer, c'est réellement la rencontre de la technicité et de l'esthétique. Donc tous nos designers sont designers produits formés à la technicité et ont une grosse expérience des matériaux, de l'ingénierie aussi. Mais on a cette ouverture aussi de pouvoir proposer des configurations de chaussures, de la prototyper et de poser une hypothèse et de la concrétiser via un proto et de voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, banco, on la finalise avec la science, avec les techniciens. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Donc il n'y a pas une vérité. Les deux sont vrais, mais par contre, il faut vraiment travailler ensemble à un moment. Ouais, j'imagine. Donc, chacun a le droit d'initier une idée, mais par contre, il y a un moment où il faut la bosser ensemble. Ouais, bien sûr. Ouais, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a souvent, on raconte, enfin il y a toujours un emballage un peu marketing, message sur un produit. Et moi, je me suis toujours demandé si le message c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que le message existe avant la chaussure ou est-ce qu'on trouve un message après parce qu'on a une inspiration quelque part, quoi. Alors la beauté d'un produit réussi, c'est justement celui où on ne se pose pas cette question. Le message est naturel, où les deux se mergent dès le début, où la science rencontre le design et on ne sait plus qui fait quoi, mais en fait on fait les choses ensemble et on délivre un produit qui a du sens visuellement, qui a du sens techniquement et on ne sait plus de ce qui est de la technique ou de l'esthétique parce que les deux sont tellement liés que ça rend un produit fort. Et ça, quand on arrive, c'est très chouette. Assez stimulant. Là, c'est vraiment la dernière question un peu sur ce sujet-là de l'épisode. Après, on va passer à la conclusion. Je pose toujours cette question aux gens qui travaillent un peu dans l'industrie parce que On y remarque, c'est un podcast vraiment de course. On est passionné par la course à pied, par c'est la course à pied un peu sous toutes ses formes, comment elle était avant, comment elle sera demain. Et moi, j'adore poser la question suivante aux gens que j'interviewe, c'est quand tu te projettes dans 10, 20, 30 ans, dans ton métier, dans ton domaine, comment tu vois l'évolution de ce que tu vas faire, l'évolution des produits, toi c'est surtout les chaussures, dans 10 ans, 15 ans, à quoi elles ressembleront un peu les chaussures du futur? Je me doute que tu fais partie des gens qui sont acteurs de ça, donc bien sûr il y a un peu de confidentialité. Bien sûr, il y a de la confidentialité et ici je ne vais pas révéler du tout ce sur quoi on travaille pour l'avenir, mais pour répondre quand même à ça... même d'un point de vue désir, en fait, 15 ans, à quoi t'aimerais qu'elles ressemblent les chaussures? Alors, je vais retourner la question, et pour moi, pour pouvoir répondre à cette question produit, qui est une question produit, je vais d'abord me poser la question du sport. Vers quoi va le sport dans 10 ans? Quel sera le sport dans 10 ans? Et si le sport évolue vers une certaine direction, forcément le produit va devoir évoluer et va nous emmener naturellement à faire évoluer ce produit. Et pour moi, c'est hyper important de ne pas faire évoluer le produit tout seul dans son coin pour faire évoluer le produit, pour se faire plaisir à faire de la nouveauté, mais pour être cohérent avec son sport et cohérent avec la réponse. Et dans l'histoire... pour illustrer ça, Nike Breakthrough, il y a un avant, un après.
mais il y a un avant et un après produit parce qu'il y a eu un avant et un après de la vision du sport. Et qu'ils avaient une quête, ils s'étaient inscrits une mission de descendre sous ces 2 heures au marathon, et ils ont tout inscrit dans cette direction, y compris le produit. Et le produit est très très différent chez Nike, avant ce projet et après ce projet. Et ils ont, par cette vision du sport, par cette vision de l'évolution du sport, ils ont fait évoluer le produit. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans mon métier, c'est de comprendre où va le sport, de voir ses évolutions, d'y répondre. J'ai beaucoup parlé de la Sense tout à l'heure. Chez nous, on a eu un avant et un après Sense. Jamais sans Kilian, on aurait créé ce produit à moins de 200 grammes dans le trail running, sans la vision du sport de Kilian. Donc le produit est complètement lié à la vision du sport, à la vision du sport, à la vision de l'athlète aussi. Et toi, ta vision du sport dans 10 ans, du coup, je sais pas trop dans quelle mesure on peut le savoir, parce que c'est un peu Madame Irma et la boule de cristal, mais tu vois un peu des tendances. Pour faire un bout choses... de réponse, on voit déjà un petit peu ça. Pour faire l'analogie aussi, on le voit beaucoup dans le vélo. Je pense qu'on va aller vers des produits qui cassent encore plus les barrières entre les sports établis, les différentes pratiques. Okay. Et je le pense, et quelque part je le souhaite, qu'il y ait moins de caste dans ces sports, du marathon au trail runner, et qu'on va vers des produits beaucoup plus versatiles, tout autant hybrides, mais tout autant performants dans les domaines demandés. Mais voilà, vers des produits qui laissent plus de liberté aux consommateurs de courir comme il en a envie, plutôt que de dire c'est une chaussure pour faire ça et elle doit faire que ça. Voilà. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Bah écoute, merci beaucoup. L'épisode touche malheureusement à sa fin. Je trouve ça très intéressant. J'espère que ça va intéresser aussi les gens qui nous écoutent. J'espère aussi. Moi, j'en suis sûr. Mais bon, croisons les doigts. Avant qu'on se quitte, j'ai encore 2-3 petites questions pour conclure. Si tu avais un message ou un conseil à transmettre à tous ceux qui nous écoutent, tu as eu un parcours assez inspirant, il y a pas mal de choses super que tu as fait, tu as dit que tu t'étais éclaté quand tu as fait le S-Lab, des choses comme ça. Est-ce que tu as un message pour tous les jeunes qui nous écoutent sur un peu ce retour d'expérience de, voilà, si j'avais un mot à donner, un petit conseil, ce serait quoi? Un conseil à un jeune qui veut débuter dans le design? Ouais. J'ai 2 mots qui viennent en tête, c'est persévérance et empathie. Ok. Persévérance parce que les choses ne sont pas induites et il faut réessayer jusqu'à ce qu'on trouve la solution des choses. Et empathie parce qu'on ne trouve pas les choses par soi-même. Et empathie et pas sympathie, qui sont 2 choses assez différentes. L'empathie, c'est la connexion à l'autre et comprendre l'histoire de l'autre. J'espère l'avoir suffisamment communiqué avec l'histoire de François et de Kilian. Et je pense qu'une des plus grandes qualités d'un designer, c'est cette qualité d'empathie. De ne pas faire un produit pour soi, de faire un produit pour l'autre, mais de comprendre l'autre et de comprendre l'histoire de l'autre et d'avoir cette capacité à la retraduire sur un produit. Et cette empathie, elle se développe. Il y a des profils qui l'ont plus ou moins, mais elle peut se développer aussi, quoi. Ok, non, mais c'est. Et empathie et persévérance amènent à une chose aussi, c'est la curiosité. D'accord. Ouais, donc il faut être curieux. Il faut être curieux. Il faut être curieux et il faut être réceptif à ce qu'on a envie d'aller chercher. Ouvert d'esprit aussi. Ouvert d'esprit, ouais, bien sûr. Et quand on va chercher quelque chose, il ne faut pas attendre la réponse. Il faut se faire surprendre par la réponse. Et il ne faut pas arriver en posant la question avec en tête déjà la réponse. Il faut accepter, c'est aussi ça l'empathie. Accepter la réponse que l'autre va te faire, qui n'est pas celle que tu aurais formulée. Ouais, mais je pense que vous devez bien vous marrer en réunion design quand il y a un thème et que toute ton équipe ramène des concepts, vous devez bien vous marrer, je pense. Ouais, il y a des moments assez jouissifs de ça. Ouais, ça doit être assez drôle. Et dernière question, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre un peu ton travail? J'imagine que tu vas me répondre, regardez mes chaussures et puis voilà. Non, mais plus sérieusement, est-ce que tu as, je sais pas, un blog, un LinkedIn, un réseau sur lequel quelqu'un qui est intéressé par ce que tu fais, il pourrait voir un petit peu comment tu travailles, ce genre de choses-là? Non, j'ai un LinkedIn, mais où je ne suis pas très actif. Je suis en mode consultation. Je poste quasiment rien parce que mon vecteur d'expression, c'est celui-là. C'est mon métier de tous les jours et il me contente à
à 150%. Donc j'ai pas le besoin professionnellement d'avoir un réseau social pour m'exprimer à côté. Mais je suis sur LinkedIn, on peut me contacter par ça. Je suis beaucoup sollicité via LinkedIn ou via des emails pour plein de gens qui sont passionnés de design. Et là, je vais revenir sur la persévérance. Persévérer dans mon contact. Je ne réponds pas très souvent à la première sollicitation. Mais une deuxième sollicitation ou une troisième commence à m'intéresser et c'est là où les gens commencent à m'intéresser. Bon, bref. Et sinon, à côté de ça, j'ai un Instagram comme tout le monde et on ne trouvera rien de mon travail. Je le réserve plus à ma pratique en tant qu'amateur photo, où je suis assez passionné de photos, de photographie, et c'est un peu ma bulle aussi. Et mon Insta est plus là-dessus. Donc si on veut voir ton travail, en fait, il faut vraiment regarder les chaussures. Il faut regarder les chaussures et persévérer pour essayer de me contacter. D'accord. Mais écoute, Benj, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps pour faire cet épisode-là. C'était vraiment très cool. Merci à toi. Et je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de gens. Je l'espère. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir le résultat. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Benjamin Grenet. J'espère qu'il vous aura plu et que vous ne regarderez jamais plus vos chaussures de running comme avant. Si vous voulez soutenir On Your Marks, il est très important de vous abonner au podcast, de lui donner la meilleure note sur votre plateforme de streaming préférée, mais aussi et surtout d'en parler autour de vous. Alors on se retrouve très vite pour un prochain épisode, mais en attendant n'oubliez pas d'aller courir et de faire du sport.